Donc, bonjour à tous. Merci également à Marnix Gondouin de nous avoir invités pour présenter en fait, le travail qu'on réalise au quotidien sur les zones humides. Donc, nous, on complète habituellement le travail de Seine-et-Marne Environnement qui transmet en fait à la DDT des informations dans le cadre de mise à jour de PLU. On fait également des mises à jour pour la DRIE, la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie. Et notre travail consiste principalement à caractériser des milieux humides, des milieux dont on ne sait pas encore quel est leur caractère, en fait, s'ils sont humides ou pas. En fait, sur tout le territoire, la DRIE, donc la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie, a créé une carte avec des enveloppes d'alerte présentant des zones humides avérées, donc qui avaient déjà été déterminées, et tout un tas de secteurs qui sont en zone humide potentielle. Ces zones humides potentielles, en fait, on a mis ce caractère de potentialité par rapport à l'humidité du sol, par rapport à des événements qu'il y a pu avoir ou de la végétation qui est déjà installée. Par exemple, une zone de peuplerée, on peut se douter que c'est peut-être une zone humide. Toutes les zones où il y a eu des inondations, on peut supposer qu'il y a des zones humides. Donc voilà, toute la zone verte que vous voyez ici, en fait, cette cartographie a été faite par rapport aux crues de la Marne. Et donc on a énormément d'ignorance en fait sur le territoire sur qu'est-ce que sont les zones humides ou pas. Donc notre travail, ça va être d'aller sur ces secteurs-ci et déterminer le caractère humide de chaque terrain avec la difficulté supplémentaire qu'il nous faut l'autorisation des propriétaires pour pouvoir accéder aux parcelles. Alors, quand c'est des grandes parcelles agricoles, c'est un peu plus simple. Quand c'est des petites parcelles avec beaucoup de privés comme en milieu urbain, le travail est un petit peu plus ardu, un peu plus long, mais il est particulièrement indispensable, notamment lorsqu'on met à jour les plans locaux d'urbanisme et que même les communes souhaitent faire des futurs aménagements, d'avoir ce type de connaissances pour savoir quelles dents creuses on va pouvoir libérer ou pas pour des aménagements. Alors, comment détermine-t-on les zones humides ? Comme Anaïs l'a indiqué tout à l'heure, il y a deux critères, la botanique et la pédologie. Alors, pour la pédologie, on va aller chercher des traces qu'ont laissé l'eau dans le sol. Il faut en fait qu'il y ait un minimum de 3 jours d'eau en permanence dans le sol pour qu'on puisse avoir un impact visuel sur ces sols. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, les ions de fer qui se trouvent dans la terre vont être en présence d'oxygène, donc oxydés, et donc on va avoir des traces de rouille, c'est des traces oranges dans le sol. Parfois, quand il y a eu beaucoup d'eau, justement, ces ions fer, ils ont carrément été lessivés, évacués, donc auquel cas, on va avoir des traces grises, c'est-à-dire qu'on a carrément enlevé la couleur du sol, parce qu'on a enlevé les ions. Et dans des sols qui sont en permanence gorgés d'eau, et là, dans ce cas, il n'y a plus d'oxygène, on va avoir les ions qui vont être à l'état ferreux, donc dans des milieux anoxiques, et auquel cas, ça va prendre une couleur bleue. Donc, avec notre tarière, on fait un petit trou de 1,20 m. Alors, quand les terrains nous le permettent, parce que quand c'est du remblai, des fois, c'est un petit peu difficile de descendre. Donc, on va remonter au moyen de la tarière des petits morceaux de terre qu'on va empiler comme ça au fur et à mesure pour pouvoir représenter un profil du sol en profondeur. Et on va regarder, en fait, où est-ce qu'on trouve des traces. Donc, si on trouve des traces avant les 25 premiers centimètres du sol de rouille, on va devoir chercher si ça s'intensifie. Alors, si ça reste des traces de rouille au-dessus de 25 cm et jusqu'au fond, on peut classer ça en zone humide. Si on les trouve en dessous des 25 cm, mais au-dessus de 50, il va absolument falloir qu'on trouve les traces bleutées de ce qu'on appelle, maintenant ça a changé de nom, mais des traces de glé, en fait. Donc c'est la partie bleue, ça se voit peut-être pas très bien, mais la fin de la carotte est bleutée, en fait, ici. Voilà, donc pour résumer avec un code couleur, on va dire la partie marron, donc humus, avec des petites taches rouges, donc de rouille, parfois des petites taches grisâtres de lessivées. On peut avoir des petites taches noires aussi de manganèse. À côté, vous avez une carotte bleutée, donc là c'est de la glée, parfois avec un peu de rouille au-dessus, donc ça veut dire qu'il y a de l'oxygène. On reste dans un milieu oxydé. Quand on n'a plus de traces d'oxygène, on est en milieu anoxyde, donc ça veut dire que la nappe est en permanence là. Donc quand on a ça à peu près à 1 mètre du sol ou même à 80 cm, ça veut dire que votre nappe phréatique, elle est à 80 cm du sol, elle est en permanence présente.
Et la dernière, c'est un sol un peu particulier. Alors je ne suis pas sûre qu'on le trouve dans le secteur de Marne-et-Gondoire. On en trouve par exemple un secteur qu'on connaît un petit peu mieux, nous, du côté de l'Ourcq. C'est des sols istiques. Donc là, c'est de l'accumulation de matière organique qui n'a pas pu se dégrader à cause de la très grande présence d'eau. Et auquel cas, on a un sol très noir avec fibreux. Et voilà, c'est ce qu'on appelle de la tourbe. Voilà. Donc là, c'est le tableau qui nous permet justement de déterminer qu'est-ce qui est une zone humide ou pas en fonction des traces qu'on trouve. Donc les zones humides, c'est la partie à droite. Voilà, les petits pointillés, c'est les zones d'oxydation, alors soit rouille, soit lessivée. Et la partie où il y a G, à droite du tableau, voilà, c'est les zones de gley. La partie avec un H, c'est les zones istiques. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie, on fait un trou, on regarde ce que ça donne. Ça nous donne déjà une indication. Puis après, on complète avec un relevé botanique. Dans les milieux, bien sûr, spontanés. Parce que nous, on travaille assez souvent aussi, des fois, dans des peupleraies, où tout a été complètement réaménagé. Voilà. Même si parfois, on peut retrouver des plantes caractéristiques des zones humides, il suffit que la peuplerie soit bien entretenue, c'est-à-dire nettoyée très régulièrement. À part les peupliers, on ne va pas trouver grand-chose en dessous. Et auquel cas, c'est la pédo qui prévaut. Donc le relevé botanique, ce qui se passe, on prend une surface déterminée. En prairie, la surface peut être relativement petite, ça va être 25 mètres carrés. Par contre, quand on est en forêt, là, il faut un très grand quadrat pour faire le relevé de végétation. On va le relever toutes les plantes qu'on va trouver. Donc là, il se trouve que vous avez de l'aulne glutineux en très grande quantité. Voilà, donc l'aulne glutineux qui est caractéristique des milieux humides, c'est un arbre qui apprécie d'avoir les pieds carrément dans l'eau. Donc quand on a beaucoup d'aulne, c'est un très bon indicateur. On peut se douter que c'est une zone humide. Et sur la colonne de droite, on note la quantité qu'on trouve de ces plantes-là. Donc voilà, avec un coefficient de 5, c'est qu'il y a 100% de recouvrement de la plante. Et quand on diminue dans le coefficient, de moins en moins fréquent. L'objectif, c'est de prouver qu'au moins 50% de la végétation est caractéristique des zones humides. On a pour ça, bien sûr, une liste d'espèces des plantes caractéristiques des milieux humides. Alors, pour vous illustrer ça de manière un peu plus agréable, quand même, pour vous donner un peu un aperçu, ça peut être des milieux ouverts assez bas. Donc là, on a des Éléocharis sur la droite et sur la gauche, on a une Lysimaque numularia. On peut avoir aussi des roselières. Donc ça, en général, les gens savent que c'est une zone humide. C'est quand même assez facile à déterminer. On a un petit houblon là, qui monte sur le roseau. Des milieux beaucoup moins évidents pour les gens, dans l'esprit des gens, pour déterminer que c'est une zone humide. C'est des zones où la végétation est très massive, très touffue, avec des feuilles qui ont des feuilles très larges. Donc ça veut dire que les plantes, elles bénéficient quand même de suffisamment d'eau pour se développer. Ça aussi, ça peut attirer l'œil. Bien évidemment, c'est le nombre d'espèces, leur recouvrement, et si elles font partie de la liste des zones humides, qui détermine si c'est une zone humide ou pas. Là, des fois, ça peut être un peu tendu. Il suffit qu'on ait beaucoup d'orties, et ça peut être classé pas zone humide. Voilà. Là, je vous donnais un exemple de peuplerée où on a plein de carex qui se développent en sous-bois. Donc, ça nous donne quand même quelques indications sur la nature du sol. Mais quand on tombe typiquement sur ce genre d'espace, c'est moins évident. Là, il faut absolument la pédo. Et là, qui plus est, la pédo est absolument indispensable. Là, c'est une peuplerée très, très, très entretenue. Alors, pour revenir sur le cas des zones urbaines, qui je pense vous concerne peut-être un peu plus, Marne-et-Gondoire est un territoire, donc certes avec des villages un peu ruraux, mais il y a toute une partie qui est quand même très urbanisée. Qui dit urbanisé ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de zones humides. Je vous prends un cas, par exemple, sur Lagny-sur-Marne. D'ailleurs, on remercie la commune de Lagny-sur-Marne d'avoir accepté de servir de cobaye pour cette présentation. Alors, on suspectait des zones humides en fait sur une petite zone à proximité de la Marne, mais pas complètement. Il y a tout un tas de maisons le long de la Marne dans ce secteur-là. Mais il y a un petit rue qui passe
Et donc on est allé voir, on a demandé l'autorisation à la mairie qui possédait une parcelle. Et on a bien fait parce que donc effectivement, dans ce secteur-ci, juste au-dessus, ça remonte, il y a une côte. Et dans ces coteaux, l'eau s'infiltre et elle ressort sous forme de sources. Alors les sources ont plus ou moins été canalisées avec l'urbanisation de la ville et donc évacuées plus rapidement dans la Marne. Mais il y a des endroits où ça n'a pas été le cas. Et donc ça reste des zones humides. Elles jouent un rôle, ces zones humides. Elles vont pouvoir contribuer donc effectivement à l'épuration de l'eau, mais aussi à servir de zone d'expansion de crues en cas de forte crue, en cas de risque d'inondation. Voilà, ça va permettre de compenser un petit peu quand même. Voilà, et donc on est allé sur cette parcelle-là pour pouvoir voir ce qu'il en était, surtout que la mairie a envisagé peut-être des aménagements. Et effectivement, toute une partie de la parcelle était humide. Alors pour ça, on a fait effectivement relevé de végétation, pédologie. Après, juste avec l'œil, déjà, on pouvait constater qu'au centre de la parcelle, on avait un remblai. Donc il y avait une bosse, ça se voyait très nettement. Et c'est ce qu'a démontré la pédo, en fait. Donc toute une partie est une zone humide. Et d'ailleurs, cette parcelle-là, c'est là d'où vient, on va dire, la source. C'est pas vraiment la source parce que c'est canalisé avant, c'était passé sur tuyau au niveau des routes, etc. Mais qui alimente le petit rue qui passe là. Donc à préserver, si on voulait préserver tout le secteur humide qui continuait en fait le long de ce petit rue, il fallait maintenir son alimentation donc sur cette parcelle-là. Voilà, donc c'est des informations qu'on transmet bien sûr à la mairie, à la DDT, et l'objectif c'est que les mairies prennent en compte ces informations. Voilà. Donc ça c'est des petites images justement de la zone de cette fameuse parcelle, dans la partie la plus basse. Vous voyez, c'est le caractère humide, même à l'œil non averti, se sent. Voilà. Bon, je vous remercie de votre attention.